Et si les grands conflits qui secouent le monde n'étaient pas juste une suite de hasards, mais en fait les pièces d'un immense puzzle géopolitique? C'est une théorie assez audacieuse, on va le voir, qu'on explore aujourd'hui. Elle est tirée d'une source qui parle d'un supposé plan secret américain. Alors, cette idée, elle est assez radicale. La source qu'on décortique aujourd'hui nous demande d'imaginer un truc. Et si les crises qu'on voit en Iran, en Turquie ou même en Algérie, eh bien si tout ça, ce n'était pas des événements séparés, mais plutôt des étapes bien précises d'un plan, un plan mûrement réfléchi. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, ce qu'on appelle le plan ITA. ITA. Alors selon cette source, de quoi s'agit-il? D'une stratégie américaine qui serait pensée pour s'étaler sur des décennies, oui, et avec 3 cibles bien précises, l'Iran, la Turquie et l'Algérie. D'où le nom ITA, bien sûr. Ok, mais la question c'est, comment est-ce qu'on met en place un plan aussi énorme? Eh bien, la source suggère que les auteurs de ce plan ne partiraient pas de zéro, loin de là. En fait, ils s'appuieraient sur une sorte de manuel de la déstabilisation qui aurait été testé et amélioré au fil des conflits passés. On parle ici de tout un spectre d'interventions, des guerres totales comme on a vu en Irak ou en Afghanistan, jusqu'à des interventions beaucoup plus ciblées comme en Syrie ou en Libye. L'idée, d'après cette analyse, c'est que chaque conflit aurait servi de terrain d'expérimentation, un vrai laboratoire pour tester et peaufiner des tactiques, pour se créer en quelque sorte une boîte à outils bien remplie pour les opérations à venir. Alors concrètement, comment est-ce que cette boîte à outils serait utilisée? Eh bien pour chaque pays du plan ITA, la source décrit une stratégie vraiment sur mesure. Pour l'Iran par exemple, l'idée serait de jeter de l'huile sur le feu, d'exacerber les tensions internes. Pour la Turquie, ce serait plutôt de soutenir une opposition politique bien choisie. Et pour l'Algérie, là, ce serait une stratégie d'encerclement. Et justement, pour que ce soit bien concret, la source zoome sur un des 3 pays, l'Algérie. C'est un peu l'étude de cas pour illustrer toute la théorie. Et là, on a droit à une chronologie, chronologie spéculative, bien sûr, mais très détaillée. Étape par étape, elle décrit comment le pays pourrait être déstabilisé. Regardons ce que ça donne. Ce plan, il s'étalerait sur 10 ans. Ça commencerait doucement, avec une grosse préparation médiatique pour diaboliser le pays, l'isoler sur la scène internationale. Ensuite, phase 2. Le choc économique. On manipule les prix du pétrole, on gèle les avoirs. Le but, c'est de mettre l'économie à genoux. Et enfin, le coup de grâce, si on veut. La pression militaire aux frontières pour finir de fragmenter le pays. Et là, la source fait une comparaison assez parlante. L'objectif ultime de tout ça, ce serait de déclencher ce qu'elle appelle un printemps algérien artificiel. Un soulèvement qui aurait toutes les apparences de la spontanéité, un peu comme on a pu le voir ailleurs, mais qui en réalité, selon cette analyse en tout cas, serait complètement piloté de l'extérieur. Bon, face à une menace pareille, on s'attendrait à quoi? Une réponse militaire, diplomatique, classique quoi. Mais c'est là que l'analyse, elle nous prend complètement à contre-pied. Elle change totalement de terrain de jeu. On quitte la grande géopolitique internationale pour atterrir en plein cœur de la politique intérieure d'un autre pays. Oui, parce que d'après la source, la meilleure défense, la riposte la plus efficace, ne se trouverait pas à Alger, mais à Paris. C'est assez fou, non? La clé, ce serait la diaspora franco-algérienne et son pouvoir, sa capacité à peser sur la politique intérieure en France. Et pour étayer cette thèse, la source va même plus loin. Elle se lance dans une comparaison des partis politiques français. Elle met en avant un parti, la France Insoumise, en expliquant que ses positions, notamment sur l'OTAN ou le néocolonialisme, en feraient, d'après elle, le seul parti capable de porter cette contre-offensive politique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le point central de cette analyse, c'est un changement complet de perspective. La diaspora n'est plus vue simplement comme une population issue de migration. Non, elle devient un véritable acteur géopolitique, une sorte de ligne de défense stratégique, mais délocalisée. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. La source, elle va jusqu'à proposer une feuille de route très concrète. Ça passe par quoi? S'éduquer sur l'histoire, la géopolitique, s'organiser en collectif pour peser sur les partis, utiliser les réseaux sociaux, mais de manière constructive, et même créer ses propres médias, ses propres coopératives économiques. En gros, l'appel est assez clair. Il s'agit de transformer une conscience collective en un vrai pouvoir, un pouvoir politique et économique bien tangible. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question assez fondamentale pour notre époque. Dans ce grand jeu de la politique mondiale, ce grand échiquier, quelle est la place des diasporas? Sont-elles juste de nouvelles pièces, des pions qu'on déplace au gré des stratégies des grandes puissances? Ou alors, sont-elles en train de devenir des joueurs à part entière, des joueurs capables peut-être de changer les règles du jeu?